Le 3 juillet 1944, un char Sherman du 747e bataillon de chars s'avança dans une haie normande. Le conducteur accéléra le moteur, le char escalada le mur de terre comme il était censé le faire, et au moment où le ventre franchit le sommet de la haie, un canon anti-char allemand perfora le dessous exposé. Un éclair blanc brûlant, puis le silence. 4 Américains moururent en 3 secondes. Le char sur lequel ils avaient estimé compter n'était plus qu'une épave fumante, bloquant le seul passage. Le char en train d'escalader ne pouvait même pas riposter. Son canon principal pointait inutilement vers le ciel, pendant que les artilleurs allemands prenaient leur temps pour viser. Cette scène se répéta à travers la Normandie des dizaines de fois par jour. Les chars américains étaient détruits dans un terrain pour lequel l'armée ne s'était jamais entraînée. L'invasion était au sol depuis presque un mois. Les forces alliées avaient avancé de moins de 15 miles dans certains secteurs. Le bocage gagnait. Tout le monde connaissait le mur de l'Atlantique, les plages, les bunkers, les obstacles que Rommel avait construits pour arrêter l'invasion à la ligne d'eau. Mais à l'intérieur des terres, la Wehrmacht avait un avantage défensif qui ne nécessitait aucune construction. Il poussait depuis 1000 ans. Le bocage normand était un réseau d'anciennes haies, divisant la campagne en milliers de minuscules champs. Chaque haie était un mur de terre de 4 à 6 pieds de haut, surmonté d'une végétation dense qui poussait depuis l'époque médiévale. Les racines étaient si épaisses que l'artillerie ne pouvait pas les traverser. Les murs étaient là si solides que les chars ne pouvaient pas les franchir. Chaque champ était une forteresse. Chaque haie était une ligne défensive. Les commandants allemands, comme von Schlieben, réalisèrent rapidement que le terrain faisait leur travail défensif à leur place. Et il y avait des milliers de haies entre les plages et le terrain de percée au-delà. La doctrine des chars américains disait de franchir les obstacles, pas de les contourner. Les Sherman étaient tous conçus pour escalader. Dans le bocage, cette doctrine était une condamnation à mort. Quand un Sherman escaladait une haie, il s'inclinait vers l'arrière à un angle prononcé. Pendant 5 à 10 secondes, le ventre du char, là où le blindage était le plus fin, pointait directement vers l'ennemi. Son canon principal visait le ciel, incapable de riposter. Les canons anti-chars allemands de 75 mm, les canons de 88 mm et les canons d'assaut, Stug, attendaient dans des positions dissimulées. Les équipes de Panzerfaust se cachaient dans les broussailles pour des tirs à courte portée. Le blindage du ventre d'un Sherman faisait à peine 1 pouce d'épaisseur au mieux, 1 demi-pouce par endroit. Un tir, une destruction. Les Allemands avaient transformé la doctrine des chars américains en stand de tir. Sans soutien de chars, l'infanterie américaine devait nettoyer les haies à la dure. Un champ à la fois, une haie à la fois. Les équipes de mitrailleuses allemandes établissaient des champs de tir entrecroisés. Les mortiers étaient préenregistrés sur chaque passage et portail. Un peloton américain se battait pendant des heures pour prendre un seul champ. Puis il regardait la haie suivante et recommençait. Chaque champ ressemblait à celui où leurs amis venaient de mourir. Pour l'infanterie, l'horizon n'existait pas. Leur monde entier faisait 200 yards de boue et le prochain mur de racines. Les taux de perte dans certaines divisions d'infanterie dépassèrent 50% en juin 1944. Les soldats de remplacement arrivaient et mouraient le même jour. La première armée subissait des pertes insoutenables dans le bocage. Le général Omar Bradley, commandant de la première armée, avait besoin d'une solution et ses généraux n'en avaient dit pas. L'état-major de Bradley proposa des solutions. Plus d'artillerie, des unités du génie spécialisé, des chars lance-flammes des Britanniques. Rien ne fonctionnait à grande échelle. Le bocage engloutissait les ressources et les hommes sans céder de terrain. Ces ingénieurs expérimentèrent avec des explosifs et des accessoires de bulldozer. Rien ne fonctionnait assez vite, la réponse ne viendrait pas des généraux. Le sergent Curtis G. Cullen Jr. servait avec le 102e escadron de reconnaissance de cavalerie. Il n'était pas ingénieur, il n'était pas spécialiste des chars. Il était un soldat qui regardait ses amis mourir dans les haies. Il ne cherchait pas à être inventeur, il cherchait un moyen de sauver ses hommes. Et si les chars ne passaient pas par-dessus les haies, et s'ils passaient à travers?
Cullin proposa de souder des dents d'acier à l'avant des chars Sherman. Les dents s'enfonceraient dans la base de la haie et permettraient aux chars de pousser droit à travers au lieu d'escalader. Son commandant écouta. Contrairement à la plupart des suggestions des hommes de troupe, celle-ci fut transmise à la hiérarchie. Mais il y avait un problème. Où trouverait-on-il assez d'acier pour équiper des centaines de chars? Les plages de Normandie étaient jonchées d'acier allemand. Rommel avait ordonné l'installation de milliers d'obstacles pour éventrer les péniches de débarquement. Hérissons tchèques, lourdes poutres en nid et acier en aile, soudées en barrières croisées. Des tonnes de métal de haute qualité posées sur le sable en attente d'élimination. Quelqu'un fit le rapprochement. L'acier que Rommel avait utilisé pour arrêter l'invasion pouvait être utilisé pour briser l'impasse des haies. C'était poétique, c'était pratique, et cela allait changer toute la campagne. Les unités américaines installèrent des chaînes d'assemblage sur les plages. Des soudeurs avec des chalumeaux oxyacétyléniques découpèrent les hérissons et les remodelèrent en accessoires pour chars. La conception était simple. 4 ou 5 pointes d'acier, chacune d'environ 3 pieds de long, soudées à une plaque d'acier boulonnée à la coque avant du char. Les pointes s'inclinaient vers le bas comme des défenses. Quand le char heurtait une haie, les dents s'enfonçaient dedans. Il asséma la terre au lieu de laisser le char escalader. Le poids du char et la puissance du moteur faisaient le reste, et 33 tonnes de Sherman poussant vers l'avant pouvaient déchirer des systèmes racinaires qui poussaient depuis des siècles. Les soldats les appelaient chars rhinocéros. Les défenses les faisaient ressembler à des rhinocéros chargeants. En quelques jours, la modification était reproduite dans toute la première armée. Mais Bradley prit une décision qui allait multiplier son impact. Bradley voulait la surprise opérationnelle. Si les Allemands apprenaient que les chars américains pouvaient maintenant percer les haies, ils adapteraient d'un côté leur tactique défensive. Il fallait qu'ils continuent à défendre comme ils l'avaient fait. Il fallait qu'ils soient confiants que le bocage tiendrait. Eisenhower visita le 102e de cavalerie pour voir une démonstration du dispositif de Cullin avant le lancement de Cobra, et il était enthousiaste. Cela pourrait tout changer, mais ils gardèrent le secret. Aucun rapport mentionnant les dispositifs n'alla au-delà des canaux nécessaires. Les Allemands ne pouvaient pas savoir ce qui arrivait. Alors que les ateliers américains soudaient des défenses d'élus de rhinocéros sur des centaines de Sherman, les chars restèrent cachés. L'infanterie continua à se battre dans les haies. Bradley attendait l'opération Cobra. L'opération Cobra était le plan de percée de Bradley. Un bombardement aérien massif creuserait un trou dans les lignes allemandes près de Saint-Lô, puis les colonnes blindées se déverseraient à travers la brèche et échapperaient enfin au bocage vers un terrain de chars ouverts. Le bombardement était prévu pour le 24 juillet. Le mauvais temps le retarda. Le 25 juillet, plus de 1500 B-17 et B-24 larguèrent à leur charge sur les positions allemandes. Certaines bombes tombèrent trop court et tuèrent des Américains, dont le lieutenant-général Leslie McNair, l'officier américain de plus haut rang, tué sur le théâtre européen. McNair était venu au front spécifiquement pour observer l'efficacité de la percée. C'était le chaos dans le chaos, mais l'attaque se poursuivrait, et cette fois les chars traversant les haies auraient un dédent. Le 26 juillet 1944, les chars rhinocéros entrèrent en action. Les défenseurs allemands avaient survécu au bombardement et s'étaient installés dans leur position habituelle, mitrailleuses couvrant les passages, équipes antichars en attente. Les Sherman n'escaladèrent pas, ils ne contournèrent pas, ils heurtèrent les haies de front à pleine vitesse. Un choc qui ébranlait la terre. Les dents d'acier déchirèrent racines et terres. L'infanterie qui avait passé des semaines à ramper dans le labyrinthe vert regarda avec incrédulité les murs impénétrables s'effondrer. Les chars surgirent dans des champs qui auraient dû être impossibles à atteindre. Les unités allemandes, qui avaient tenu leur position, furent soudainement débordées, encerclées, coupées. Le front statique devint une déroute. Le 28 juillet, 2 jours plus tard, les forces américaines avaient avancé plus loin que durant tout le mois précédent. La percée se produisait le 1er août 1944. La 3e armée de George Patton devint opérationnelle.
Les chars rhinocéros avaient en à briser le bocage. Les blindés de Patton se déversèrent à travers la brèche vers un terrain ouvert. Exactement le terrain pour lequel les chars américains étaient conçus. Pour la première fois en semaine, les soldats pouvaient y voir de véritables horizons. Le vent sur leurs visages, au lieu de murs de tous côtés, ils étaient épaissés de proie dans les haies à Libérateur sur la route ouverte. Au cours du mois suivant, la 3e armée avancerait de plus de 400 miles. Les chars de Patton libéreraient la majeure partie de la France dans l'une des avancées les plus spectaculaires de l'histoire militaire. Rien de tout cela n'aurait été possible si le bocage n'avait pas été brisé d'abord. Le sergent Curtis Culling reçut la Légion du Mérite pour son invention. Il n'était pas le seul soldat à avoir contribué. Le capitaine James Depew avait développé un dispositif de charrue plus tôt. Le 747e bataillon de chars avait expérimenté avec d'autres accessoires. La conception à défense de Cullen l'emporta parce qu'elle était plus simple. N'importe quelle équipe de soudure pouvait la fabriquer à partir de ferrailles de plage. Son idée passa du concept à la production de masse en seulement 2 semaines. Cette rapidité fut possible parce que la culture militaire américaine était différente. Les soldats étaient censés résoudre les problèmes à leur niveau, pas attendre les ordres d'en haut. Un sergent proposa une solution. Sa chaîne de commandement écouta au lieu de le rejeter parce qu'il était simple soldat. Les généraux allemands après la guerre notèrent cette différence. Ils dirent que les forces américaines s'adaptaient plus vite que toute armée qu'ils avaient affrontée. Aux semaines de pointe des combats du bocage, certaines divisions perdirent des portions significatives de leurs forces blindées en simples engagements. Les pertes d'infanterie dépassèrent 1000 hommes par jour dans les pires périodes. Après l'opération Cobra, la nature du combat changea entièrement. Les chars rhinocéros permirent la mobilité, mais le vrai facteur fut l'évasion vers un terrain ouvert où les Sherman pouvaient enfin surpasser en manœuvre les blindés allemands. Les forces allemandes, en Normandie, perdirent Madine plus de 50 000 hommes, tués ou capturés en août 1944 seulement. La poche de falaise piégea la majeure partie de la 7e armée allemande. Les avions alliés transformèrent Naples à retraite en déroute dévastatrice. Une impasse défensive d'1 mois avait été brisée par de la ferraille soudée et l'ingéniosité américaine. Le bocage tint pendant 6 semaines, puis il se brisa en 6 jours.